Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast où j'interroge mes invités sur leurs émotions. Ils sont entrepreneurs, chefs d'entreprise, mais qui sont-ils dans leurs moments de doute et dans leur plus grande réussite ? À chaque épisode, une histoire authentique et inspirante. Je m'appelle Caroline Garnon, je dirige une agence de communication événementielle et ça fait 15 ans que je rencontre des personnes inspirantes et passionnantes. Avec ce podcast, je vous partage un petit peu de cette réussite. Aujourd'hui, je reçois Thomas Riegert, qui est directeur des Cafés Rec. Avec lui, je parlerai transmission d'entreprise, gestion de crise et voyage à l'autre bout du monde. Bonne écoute à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là pour ce premier podcast Pour de vrai. Alors pour moi, c'était très important que vous soyez mon premier invité. Parce que je me lance un petit peu dans cette aventure du podcast et c'est vrai que je voulais avoir des invités qui ont compté pour moi dans mon parcours professionnel. Et quand j'ai fait un petit peu le bilan de mon aventure personnelle, je me suis rendu compte que vous étiez là un petit peu à chaque étape de ma vie. Donc pour les auditeurs qui ne le savent pas, en fait, voilà, en sortie d'école, je suis venue faire un stage chez vous. Et après, vous m'avez offert mon premier poste. Exact. Et j'ai eu mes 2 enfants en étant salariée chez vous. Et après, quand j'ai voulu me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, c'était un peu aussi grâce à vous, parce que j'ai fait mes premiers événements pour Café Rec. Exact. Et du coup, ça m'a donné envie de monter ma propre entreprise. Donc voilà, donc pour moi, pour ce premier podcast, c'était totalement naturel que vous soyez le premier, encore une fois, à être mon invité. Donc merci Thomas pour ça. Merci Caroline pour ce podcast. On va un peu en termes inconnus, mais ça me plaît bien l'idée, parce que je vous connais bien. Et c'est vrai que j'ai pu voir tout ce cheminement et que en vous, il y avait cet esprit d'entrepreneuriat et vous avez bien tenu les promesses que vous deviez vous faire personnellement. Donc, on va en parler peut-être. On va en parler, tout à fait. Donc ce podcast, ça s'appelle Pour de vrai. Donc on va essayer d'être sincère, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme, c'est Thomas Riegert, l'entrepreneur. Et j'ai plein de questions à vous poser que je me pose aussi. Donc vous êtes directeur général des Cafés Rec, donc Ouais. une entreprise familiale qui torréfie du café à Strasbourg depuis 1884. Ouais. Vous avez environ 50 salariés. Mhm. Et donc, vous êtes un jeune patron, puisque vous avez commencé, vous aviez à peine 30 ans. Et donc, vous avez toujours su que vous alliez reprendre la direction des Cafés Rec ? Non, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Ma famille est dans l'industrie et le commerce du café depuis plus de 100 ans. Et donc, par l'éducation, forcément, j'ai un avantage d'avoir une famille d'entrepreneurs parce que dès le plus jeune âge, il y a des notions qui vous sont transmises dans l'éducation, je pense. Et j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère aimante avec qui j'étais très complice. Et je pense que c'était une femme d'affaires. Et inconsciemment, il y a des choses qui sont quand même transmises dans la relation familiale. Ça, c'est certain. Et donc, comment j'ai commencé avec l'entreprise? Le premier contact que j'ai avec Rec, c'est un souvenir d'enfance dans la boutique rue de la Mésange, qui est toujours la même, hein, ça fait 140 ans. C'est la plus ancienne boutique de la ville, à mon avis, qui est au même endroit, qui est une boutique de café, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et mon premier souvenir avec le monde de l'entreprise, ça doit être vers 5 ans, 6 ans, où, attendant mes parents, j'ai plongé les bras nus dans les sacs de café, que j'ai eu ce contact. C'est des choses que j'ai reproduit de nombreuses fois après. Je me suis fait gronder aussi, parce que c'est des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais je crois que ça, c'était mon premier contact avec l'entreprise et avec le café. Le deuxième contact, c'est vers 12 ans. On installe dans l'usine de fabrication une nouvelle machine et tout le monde était réquisitionné et donc à 12 ans j'ai rangé des paquets de café dans les cartons. Voilà, et puis après j'ai fait tous les postes, parce que ma grand-mère me disait toujours: un jour tu seras amené à donner des instructions à des gens et qu'il est absolument nécessaire de savoir faire ce que tu leur demandes.
Donc, oui, j'ai eu tout ce cheminement. Mais du coup, le fait que vous repreniez l'entreprise, c'était quelque chose qui était attendu de votre famille ou c'est vous qui vous êtes dit un jour je reprendrai la direction? Non, pour être transparent et sincère, comment ça s'est passé? Mes parents ont un divorce difficile, long et difficile. Et donc, enfant un peu laissé livré à lui-même, ce qui m'a fait faire plein de conneries. Aujourd'hui, j'en rigole, je pense que je les ai pas fait rire à l'époque. Donc j'ai eu une scolarité très très mouvementée. Et puis, comme mes parents divorçaient, j'ai passé tous mes étés, mes vacances de Pâques, mes vacances de Noël à travailler. Donc, ils m'occupaient quand ils ne savaient pas quoi faire. Je faisais des choses dans l'entreprise. Donc, j'étais très tôt à ce contact du travail. Et puis, à un moment, j'ai vu des déficiences. Jeune, j'ai vu des déficiences et je me suis dit, il faut que j'y aille, quoi. Je peux pas faire d'études. Enfin, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire mon service militaire. J'ai pas le temps de faire des études parce que il va falloir que ça saute une génération. Voilà. Et donc, je voulais prendre la suite de ma maman, qui avait pris la suite de mon papa. Et donc, les choses se sont accélérées. Donc, la première étape, c'était de ne pas avoir le bac. Donc, je me suis appliqué à pas avoir mon bac. Je suis allé à l'épreuve de maths, j'ai rendu une feuille blanche au bout de 5 minutes. On m'a dit non, monsieur, ça se passe pas comme ça, vous pouvez pas sortir. J'ai dit bon, comment ça, je peux pas sortir? Vous êtes obligé de rester 1 heure avec nous. Voilà, j'ai repris ma feuille blanche. Bon, j'ai écrit 2, 3 trucs pour pas avoir complètement rien sur la feuille. Et j'ai rendu ma feuille blanche. Et puis après, je suis allé dans le petit parc du palais du gouverneur. Voilà, j'ai passé mes journées du bac dans ce parc. Et donc le résultat escompté était obtenu, puisque j'ai pas eu mon bac. Et donc j'ai commencé, donc là c'était un drame familial, mon père, ma mère, ma grand-mère, le drame, pas d'études. Mon Dieu, qu'est-ce que va devenir ce garçon? Et donc voilà, force des choses, je commence à travailler, et puis je fais représentant, quoi, dans l'entreprise familiale. Et puis c'était insuffisant, et donc... ma grand-mère qui était un peu, enfin pas un peu, qui était complètement le chef de famille et qui était l'autorité, qui passait même au-dessus de celle des parents, m'a dit tu peux pas ne pas avoir de bagages. Ça a été une longue négociation entre elle et moi, et donc j'ai fait une formation d'acheteur à l'IPCAD. Donc c'était sans avoir le bac, ça m'a permis d'avoir un bac +2, d'avoir quelques notions d'économie, voilà. Et puis c'était en alternance, mais vraiment je l'ai fait pour faire plaisir. Voilà. En même temps, je travaillais, j'allais à l'école, mais j'ai commencé à faire mes premiers clients. Mais je me souviens qu'à l'époque où j'étais toute jeune, vous m'aviez dit que c'était pas le diplôme qui était important, mais c'est ce qu'on en faisait. C'est un discours que vous avez encore avec vos enfants? Bah, j'avais une phrase à la con que je sortais toujours à ma grand-mère. Je peux pas la dire ici parce qu'elle est vraiment con. Ouais, et donc l'école, bien sûr, ça donne des bases. Moi, il me reste une espèce de frustration, une frustration terrible. C'est quand vous n'avez pas d'études, vous n'avez jamais été sanctionné par rapport au niveau des autres. Donc vous êtes dans une frustration qui est permanente. Et donc, bah, soit vous vivez avec, ça vous importe peu. Moi, c'est une frustration qui est énorme. Et donc, aujourd'hui, pour vous dire, je lis au moins un livre par semaine. On m'a jamais dit, t'es bon ou t'es pas bon avec un diplôme. Celui qui a le bac, on lui a dit, bon, bah, t'as le bac, tu sais lire et tu sais écrire. Quelqu'un qui a une maîtrise en droit des affaires, il sait qu'il a une maîtrise droit des affaires. Il arrive à se jauger par rapport à l'autre. Un autodidacte, si c'est comment je me considère, effectivement, un autodidacte, bah, il est dans une espèce de frustration. On lui a jamais dit t'es bon, t'es mauvais, t'es comment par rapport à un autre. C'est terrible comme truc. Donc voilà, je compense. Donc je lis un livre par semaine et
Mais ça passe de choses diverses et variées, hein. Ça va de Sun Tzu en passant par la gestion d'un étang et de son biotope, ou voilà, des thèmes très très variés. De l'histoire, j'aime beaucoup. OK, mais Voilà, du donc coup, en tout cas, voilà, on peut imaginer que c'est parce que justement il vous manquait quelque chose en termes, d'études et cetera, que vous aviez, besoin de prouver qu'on peut quand même y arriver et être un industriel, un patron d'entreprise, on va dire, qui compte et qui pèse un peu dans le game, en y arrivant tout seul. Enfin, c'est une fierté d'être un peu autodidacte pour vous? non, je vois pas comme. Enfin, moi, je suis pas à la ligne d'arrivée, donc je suis pas en train de sous-peser qu'est-ce qui est fait. Moi, j'aime entreprendre, j'aime comme vous ce côté. Il y a quelque chose qui est impossible. Qui peut le faire? Bah tiens, je sors ma cape de super-héros. Moi, je vais y arriver. Ça, j'adore. Voilà, on a travaillé suffisamment longtemps ensemble pour se connaître professionnellement. Et ce qu'il y a d'impossible, moi, je trouve que c'est ça qu'on a envie de faire. Ah, je Les suis assez d'accord. entrepreneurs, on réfléchit pas. Est-ce que comment le regard des autres, on s'en fout. Enfin, pour ma part, hein, je sais pas, il y en a peut-être d'autres qui c'est important. L'argent, c'est pas mon mode de fonctionnement. C'est d'essayer d'arriver à faire des choses se dépasser soi-même, se dépasser. Sortir de sa zone de confort. Bah oui, prendre des risques, voilà. Et puis souvent, on se fait une idée plus grande. Quand la montagne est devant nous, on se fait souvent une idée plus grande qu'elle n'est réellement. Quand on regarde devant, c'est le Mont Blanc, et quand on regarde derrière, c'est la colline de Mittelbergheim. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Et plus on franchit ces montagnes, plus on a le sentiment d'arriver à se dépasser. Et je pense qu'elle est là, la satisfaction d'arriver à réaliser quelque chose au-delà d'un enjeu financier, de taille, de combien. Voilà. Alors moi, je partage beaucoup cette idée, parce qu'en fait, je pense que j'ai tendance à m'ennuyer si Mm. justement je ne sors pas de cette zone de confort et si je prends pas des risques. Mais d'autre côté, il y a des fois où je me dis: «Mais pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je reste pas, peinard?» Enfin, ce serait tellement plus confortable en fait de rester, voilà, avec ce qu'on a. Et si on fait le parallèle avec, vous, votre actualité, là, vous avez, fait une extension de votre usine. Ouais. Et je me suis aussi posé la question, donc voilà, vous avez une usine de torréfaction, qui fonctionne bien, Mm. et ben vous vous êtes dit: «Bah, je vais faire une extension et je vais encore investir, 6 000 000». Mais moi, je me suis dit: «Punaise, mais quand on investit 6 000 000 comme ça, et quand on rentre chez soi, on trouve ça normal, ou au contraire, on se dit: "Punaise, voilà, j'ai 6 000 000 quand même, quoi"?» Enfin, je sais pas, moi, je sais que j'aurais un peu les miquettes quand même. Non, parce que alors, euh, euh, je ne sais pas quoi répondre. Voilà, moi j'ai un projet avec une vision, vous me connaissez depuis longtemps, j'ai eu du mal à gagner mon indépendance, j'ai pris la décision il y a un peu plus de 10 ans de redémarrer une usine de zéro et d'aller dans une quête de la perfection, dans un souci du détail. Il y en a certains qui me prennent pour un obsessionnel et qui me demandent de faire attention, mais je pense que justement, pas la réussite, mais la réussite d'un projet, il est dans l'attention des détails. C'est-à-dire que c'est les détails qui sont importants et c'est l'application qui est importante. Et après, si vous mettez tout ça en phase dans votre projet, dans celui des gens qui nous regardent, ou d'un entrepreneur en général, c'est ce souci des détails. Et voilà, donc on a monté cette usine, cette première usine. On est allé dans une quête de la perfection. On a réussi, une de nos collaboratrices a réussi à devenir même MOF. On a, euh, on a réussi à se développer au-delà de la position qu'on a en Alsace, on a réussi à se développer en France. Et puis derrière, c'est les opportunités. Je pense que c'est ça aussi. On reviendra après sur les signaux faibles. Après, on a eu des opportunités de rencontres avec des gens et de rencontres de choses qui étaient très difficiles à faire. Faire des capsules Nespresso, c'est très très difficile. On n'est même pas 6, je crois, en France à maîtriser la technologie. Et c'est justement parce que vous acceptez de pouvoir dépasser les limites et que vous vous mettez
en danger, mais est-ce que vous vous mettez réellement en danger? L'instinct animal qu'on a au fond de soi fait qu'on fait attention. Il nous reste ça du temps des hommes de caverne. À l'époque, on faisait quand même attention quand on sortait de la grotte, pas se faire bouffer par un loup. Donc il nous reste quand même ça au fond de nos tripes en tant qu'entrepreneur. Donc on fait quand même attention. Et que si on a le sentiment de pouvoir y aller, c'est qu'on n'est pas vraiment complètement non plus en danger. Et donc, du coup, Ça- vous n'avez jamais peur? Vous êtes... non, peur, je me balade la nuit sur des routes au Cameroun ou au Nicaragua avec des armes dans la boîte à gants. Alors, entreprendre, c'est mon banquier qui dort pas bien, c'est pas moi. C'est lui qui est stressé. Sérieusement. Mais vous dites jamais, bah, si je me plante... Mais il y a toujours une solution. Ma grand-mère, elle me disait un truc, elle me disait, quand c'est très très dur, Kopf or, c'est-à-dire en tête haute, tu lèves, t'encaisses et t'y vas, quoi. Et quelque part, toutes ces phrases qu'on peut entendre de nos aïeux qui nous embêtent quand on est jeune, elles sont remplies de sens, de bon sens. Il y a toujours une solution à tous les problèmes. Il y a toujours une solution à tous les problèmes. Bah, c'est vrai que souvent, pour surmonter sa peur, on nous dit qu'il faut essayer de s'imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer de pire. On va dire, ah, si je fais ça, eh ben, je vais avoir peur qu'il se passe ci et qu'il se passe ça. Mais si on va jusqu'au bout du processus, on se rend compte que souvent, au final, il se passe pas grand-chose, quoi. Qu'il y a personne qui va mourir, que en fait, tout ce qu'on a, on va toujours l'avoir. Et c'est vrai que du coup, moi, ça m'aide, ça, à me dire, bah, de toute façon, qu'est-ce que je risque, quoi. Donc, je sais pas si vous dites ça aussi ou au Bah, contraire, moi, vous pensez même pas. pour l'anecdote, on a eu un accident industriel assez important en 2018. On commençait à maîtriser la technologie du portionné. Et tout d'un coup, au mois de décembre 2017, on voyait qu'on avait des problèmes et que la fluidité d'extraction, sans être hyper compliqué, posait problème. Et jusqu'à un moment donné, au bout d'une semaine, il n'y a plus rien qui passait à travers nos capsules. Et puis, donc, on part chacun fêter les fêtes de fin d'année. Et en janvier, on est revenu au bureau avec les mêmes problèmes. Et donc, je ne mesurais pas encore qu'est-ce qui allait être devant moi, mais je pense que ça, c'est l'épreuve certainement la plus dure que j'ai eue. Et les capsules ne marchaient plus. Et donc, on avait énormément de clients, on devait sortir, et on avait la pression d'un côté des clients en disant « mais qu'est-ce que vous faites ?» Et de l'autre côté, on avait notre pression interne. Et donc, pour vous donner un exemple, voilà, pendant 4 mois, on a eu l'usine qui était bloquée. Pendant 4 mois, on a fait 3 tests par jour à taille réelle. On a fait 212 tests pendant 4 mois et demi. Les gens partaient en disant « vous redémarrerez jamais votre usine ». Et puis, tous les jours, les gens pleuraient. Moi, si j'avais pu pleurer, j'aurais aussi pleuré, je pense, à un bout d'un moment. 212 tests, c'est juste monstrueux. On faisait 3, 4, 5 tests par jour. Réel, on a arrêté, ça marchait pas, on a recommencé tout depuis le début, on nettoyait tous les conduits, tous les pipes. Enfin, c'était surréaliste. Puis voilà, il y a toujours de l'espoir. C'est-à-dire que, je sais pas, non, peut-être de l'inconscience. J'ai pas de peur, mais je crois que je suis inconscient. Mais en fin de compte, ça rejoint la phrase que je vous ai donnée avant. Donc, il faut admettre quand il y a un problème, il faut l'admettre. Par exemple, par Non, il rapport faut au... le gérer. Et puis, les pensées négatives, elles attirent les emmerdes. Quand vous pensez au pire tout le temps, il faut avoir une pensée positive quand même. Il faut être en capacité d'avoir cette espèce de mélange d'inconscience et en même temps d'être optimiste, quoi. Mais là, par exemple, quand votre usine était à l'arrêt pendant 4 mois, Ouais. vous arriviez à dormir, vous étiez Non. plutôt... Ouais, c'est bien, j'ai fait un régime accéléré. Ça fait perdre un peu de poids, ça fait un peu stresser. Le stress, c'est moteur. Ça m'a permis de dormir moins Bah, pendant à 4 ce mois. moment-là, vous auriez pu aussi complètement craquer et dire... Ouais, mais vous pouvez pas quand vous avez d'autres gens qui sont derrière vous et il y a beaucoup de gens qui se reposent sur votre foi. Entreprendre, c'est avoir la foi dans quelque chose auquel vous croyez. Et vous savez quoi? On a terminé l'année avec une très grosse perte, hein. Les banquiers, ils sont venus nous voir en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, on a eu un petit problème. Bon, par contre, on a appris. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai appris dans cette période-là, donc c'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, on est allé tellement loin dans la compréhension de ce qu'on a fait. Vous faites 212 fois la même chose. Vous imaginez
la capacité de compréhension que vous en retirez. Donc c'est un mal pour un bien, ce que je disais avant. Ah, moi, c'est sûr que moi, c'est dans les moments les plus difficiles que j'ai le plus Mm, appris sur moi aussi, bien sur sûr. ma capacité de rebondir, de résilience, d'aller de l'avant, etc. Et c'est ça qui est Mm. hyper intéressant. Alors que quand même, sur le coup, on se dit, mais punaise, pourquoi quoi franchement, c'est difficile à encaisser. Mais une Vous fois qu'on savez, a surmonté, ça va ouais. mieux. Mais puis il y a une autre chose, on n'apprend rien de ses succès. C'est-à-dire, on n'apprend rien. La satisfaction d'un succès, elle est courte. Je veux dire, si tout va bien, pendant 24 heures, vous allez vous réjouir de quelque chose que vous avez fait qui était formidable. Parfois c'est 5 minutes, mais c'est des échecs. Parce que les échecs, ça marque, ça fait la richesse, ça fait la richesse de l'homme avec un grand H, et ça fait votre expérience, ça construit ce que vous êtes et ce que vous devenez. Voilà. Ouais, mais j'ai l'impression que maintenant, on en parle un peu plus justement des échecs, etc., qu'on a Ouais. plus tendance à les admettre. Alors c'est vrai que moi, petite, on me disait surtout, faut pas te planter, etc. Donc c'est difficile de pouvoir imaginer qu'on puisse se planter, quoi. Il y a d'autres moments où vous êtes totalement planté, que vous avez dû prendre une décision, vous étiez persuadé que c'était la bonne, et qu'en fait, finalement, bah, vous vous rendez compte que bah, vous êtes planté, quoi, finalement. Ouais, bien sûr. Et de toute façon, sur 100 tentatives, il faut en réussir 51. Donc des échecs, bien sûr, j'ai fait des conneries qui ont coûté plus ou moins cher. Il faut pas faire l'erreur fatale. Voilà, il faut savoir s'arrêter avant. Bien sûr qu'on fait des conneries. Mais c'est vrai que je Ce me serait souviens, merveilleux. Celui qui court après quelque chose qui est parfait, il créera jamais rien. C'est vrai que je me souviens que quand je travaillais chez vous, à l'époque où voilà, j'étais en période, on va dire, d'apprentissage, vous aviez énormément, énormément de projets. Mm, Et moi, j'étais hyper frustrée que certains ne se réalisent pas. mm. Parce que je me disais, punaise, mais quel dommage, parce que je trouvais que l'idée était bonne, qu'on aurait pu vraiment faire des choses bien, etc. Et que justement, le fait d'avoir plein de projets et d'en réussir que certains, bah, c'est ce qui permet aussi d'avancer. Parce que quand il y en a que un et qu'on doit justement attendre qu'il soit parfait pour pouvoir le faire, et bah, finalement, on avance peut-être aussi moins vite, quoi. Ouais, je suis persuadé de ça. Mais j'en ai toujours autant, hein. C'est-à-dire que j'ai une frustration, c'est de pas arriver. C'est la mise en œuvre qui est importante. D'avoir les idées, c'est facile. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, qui a des avantages et qui en même temps qui a une plaie, hein, passer 4 heures par jour, ou 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour sur des réseaux sociaux. Mais par contre, ça donne un accès à l'information qui est assez dingue. Donc, quelque part, vous avez le sentiment d'avoir des idées, mais vous avez vu des bouts de quelque chose ailleurs. C'est surtout la réalisation qui est dure. Et moi, je vois le fait d'en avoir beaucoup, parce que j'ai toujours le même mode de fonctionnement. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était surtout comment je faisais pour les mettre en œuvre. Voilà, mais je les garde parce qu'il y a des choses. euh, on peut reprendre l'exemple du portionné. Je me suis lancé dans le portionné, des capsules Nespresso. J'avais un client qui devait venir. Je me dis, tiens, c'est une bonne idée, on y va. Ah, c'est un choix hein, industriel, il faut acheter des machines, c'est impactant, c'est 1 million minimum, une ligne, toute petite ligne à l'époque. Et le client, il vient pas. J'aurais pu arrêter, je me dis, bon, bah, je revends la machine, je pars. Non, on a continué. Et aujourd'hui, on en a une, deux, trois. Et on va rajouter encore quelques-unes. Donc, vous voyez, c'est souvent d'un truc qui ne marche pas bien, c'est la persévérance qu'on peut y mettre, peut-être. Oui, Qui ou fait que. que Et ce soit le puis, de bon temps en temps, moment il y a des aussi. trucs qui sont merdiques, hein. Mm. Euh, J'avais fait les silos, j'avais soudé des trucs pour faire pas macérer, mais dégazer du café dans ses propres arômes et tout ça, avec un système de chauffage. Le truc, j'en rigole encore, je le trouvais ça diabolique, je l'ai appelé le 666. Mais le truc, il est dehors dans la cour, ça n'a jamais marché, mais peut-être c'était une bonne idée. Vous voyez, mais il faut y aller. Si ça vous met pas sur le toit, il faut y aller, il faut essayer. Et donc vos idées, justement, vous les trouvez où? Enfin, vous avez des personnes qui vous inspirent, des lectures, vous parliez de livres aussi. Ouais. Vous vous inspirez de tout ça ou de ce que vous voyez ou Bah, moi, j'ai une saine curiosité, je pense. Et donc, je peux regarder
en ce moment, je, j'ai retrouvé des vieux livres des chambres de commerce de 1925 en Alsace. J'ai retrouvé euh, les familles alsaciennes entre 1870 et 1914. Donc c'est toujours un éternel recommencement. Vous regardez aujourd'hui, vous prenez les prénoms des enfants qu'on a aujourd'hui, c'est les prénoms de nos grands-parents. C'est Pour vrai. moi, c'est comme ça, pour vous aussi, je crois, Oui. et pour d'autres. Et donc, ce truc-là, il est vrai pour d'autres choses. Et donc, Donc vous vous inspirez du passé. non, j'aime bien le passé, j'aime bien spéculer sur l'avenir et j'aime bien regarder d'autres activités qui peuvent être connexes. Vous avez dans la tech plein de bonnes idées, vous avez dans le luxe plein de bonnes idées, vous avez... c'est pour ça que je dis, les réseaux sociaux, c'est terrible. Moi, les captures d'écran, c'est ma plaie, la capture d'écran. Tiens, pour rigoler ensemble, la capture d'écran, vous me donnez 30 secondes. Capture d'écran. Que vous voulez nous partager votre dernière capture d'écran? Non, mais capture d'écran, j'en ai 30 158. Ah oui, ok, ouais. Pardon, juste pour que vous voyez. Oui, oui, c'est vrai, Donc, je confirme. 30 158 captures d'écran. Mm. Voilà. Après, pour Mais, faire le tri, mais, ça mais doit là, être dans le compliqué. tri, je les dégage, bien sûr. Mm. Mais C'est de l'inspiration. c'est sûr que c'est un petit bout qui rentre dans votre tête. Peut-être ça se réinterprète, peut-être vous le ferez jamais. Donc il faut faire attention que ça ne crée pas une charge mentale. Mais d'un autre côté, ça peut être inspirant. Vous voyez un petit bout, un t-shirt. La dernière fois, je me suis dit, ah, tiens, ça pourrait être sympa. Je le customise. Et parfois, ça part à l'oubliette. Faut que j'en dégage. Moi, personnellement, les moments où j'ai les meilleures idées, en tout cas, où j'ai l'impression d'être, on va dire, plus lucide, c'est le moment où je me déconnecte justement du travail, Mmh. où je fais autre chose. Est-ce Mmh. que vous avez des hobbies ou des passions autres que votre travail qui vous permettent de... Moi, je fais que travailler. Mais est-ce que je me déconnecte? Oui, il faut essayer de se déconnecter. Est-ce qu'on y arrive vraiment? Je ne sais rien. Vous rentrez le Après, la soir ou le nature, week-end? la nature, l'homme a oublié. Ça va tellement vite en ce moment. Moi, je trouve que c'est fou. Comment les choses s'accélèrent. Ça fait peur même, hein. Et je pense que c'est vital de se reconnecter à ce qu'on est, ne serait-ce que aller marcher dans une forêt, ça amène une énergie. Se promener en montagne, je sais que c'est une passion que vous avez, qui est partagée. La nature, elle est très forte sur l'impact, nous humains, Ah bah c'est sûr, moi, je suis d'énergie convaincue. qu'on peut avoir, les arbres, la faune, la flore. C'est c'est de l'or en barre gratuite et de l'or en barre. Voilà. Après, non, je me mets pas dans une position yoga. Je Je cherche une s'imagine pas connexion trop. avec Dieu. Donne-moi une idée. Il y en a trop, de toute façon, qui passent. Et alors, vous avez beaucoup voyagé. Ouais. Vous êtes allé au cœur des plantations dans plein de pays, Mhm. Nicaragua, Mhm. Bolivie, Costa Rica, etc. Ouais, voilà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous avez Ouais. même un carnet de voyage assez impressionnant Ouais. sur le site internet. Ouais. J'ai fait quelques voyages aussi, Mhm. et c'est vrai que d'aller voir un peu comment les gens vivent, etc., c'est quand même assez intéressant. Moi, je me posais une question par rapport à votre métier, c'est que nous, le café, on appuie sur un bouton, on boit le café, Mhm. sans forcément prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière, mais c'est valable aussi dans plein d'autres domaines. Quand vous voyagez et que vous voyez que, je sais pas, il y a des familles où il y a des conditions de travail qui sont difficiles, et quand vous revenez ici, il n'y a pas une espèce de, pas de culpabilité, mais de se dire, punaise, quand je vois comment eux ils travaillent et comment nous on consomme, par exemple, où est-ce que vous êtes en phase avec ça? Moi, je me posais cette question-là. Bon, j'ai une histoire, elle est un peu longue. Mais j'ai eu un choc. Donc, la première fois que j'ai fait un voyage, j'ai une partie de ma famille qui est originaire des Philippines. Et la première fois que je rencontre le café, c'était pour mes 18 ans. Je suis allé voir une partie de ma famille, ma marraine est philippine. Et donc, c'est là où j'ai vu la première fois la plantation et j'ai vu les cultures du monde. Et le voyage, à partir de ce moment-là,
J'avais pas voyagé jeune. Moi, je travaillais quand mes copains voyageaient ou partaient en vacances. Et donc, à partir de ce moment-là, cette richesse de la culture et de la différence, qui est une richesse, je pense que ça m'a marqué pour toujours. Et donc, j'ai fait d'autres voyages et au fur et à mesure, euh, cette histoire, je ne sais pas si on a le temps, mais il me faut 2-3 minutes pour la raconter. Allez, je me lance, vous couperez au pire des cas. Je vais en 2012 au Guatemala et j'y vais seul. Et là, je rencontre une femme avec qui j'avais rendez-vous qui m'emmenait pour pouvoir me faire rencontrer des planteurs. Et donc, on roule, on fait de la piste, on passe un long moment de trajet ensemble. Et j'arrive dans une plantation, magnifique plantation, une famille très très intéressante, un père, un fils en train de transmettre aussi son entreprise. Et dans les plantations, je commence à me promener parce que quand j'arrive, en général, c'est rangé, hein, c'est-à-dire la chambre est rangée. Je peux être un client. Et donc, je vois des familles âgées, jeunes et des enfants. Et bref, je vois des enfants de 10-12 ans en train de ramasser des cerises et de travailler dans la plantation. Et là, elle s'appelait Zuma, elle voit que je commence à faire la gueule. Et je me dis, mais c'est quoi, où je suis et tout. Et on continue, et puis après on repart, on est dans le 4x4 tous les deux, on fait la gueule, c'est un peu silencieux et tout. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? J'ai dit, mais Zuma, moi je viens, je veux de la traçabilité, je veux de la qualité, mais je veux pas des enfants qui travaillent. Puis là, c'est elle qui fait la gueule. Donc c'est elle qui se ferme. Puis au bout de 10 minutes, elle dit, mais un peu énervée, elle dit, mais tu vois, tu viens avec tes a priori d'Européens, tu te pointes chez nous, parce qu'elle est guatémaltèque, et elle me dit, mais je vais t'expliquer. Tu vois, moi j'étais en Europe, j'ai fait mes études en Angleterre, donc votre façon de faire, votre façon de vivre, je la connais. Par contre, ce que toi tu viens et tu juges et tes a priori, et tu te poses même pas la question pourquoi c'est comme ça. Elle me dit, bon, déjà, tu vois, il y avait des vieux, il y avait des gens qui ont notre âge et ils ont des enfants. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que chez nous, c'est une période, c'est comme chez vous, des vendanges. Donc les familles, elles viennent de 30-40 kilomètres, elles viennent, elles dorment sur place pendant quelques jours. Et puis, elles vont être rémunérées, elles vont gagner 20 à 30% de leur revenu annuel. C'est-à-dire que nous, alors au Guatemala, ça devait être 200 dollars à l'époque. Ils devaient gagner 2000 à 3000 dollars par an, ce qui est équivalent euros par an. Et donc, elle me dit, tu te rends compte qu'ils vont gagner 400 dollars? Pour eux, c'est énorme. Et donc, contrairement à vous, nous, on n'a pas d'asile où on met nos vieux. C'est les parents qui s'occupent des enfants, les grands-parents qui s'occupent des enfants. Nous, on n'a pas de garderie. Vous mettez vos gamins dans une garderie et vous en occupez pas et vous confiez l'éducation à quelqu'un d'autre. Et la fin de vie de vos parents, vous confiez aussi la fin de vie. Putain, ça commence à me... Je suis dans la voiture, ça commence à... Et donc, elle me dit, tu vois, Et je veux dire, les enfants, ils sont pas contraints. Ils viennent en famille, ils sont là, ils remplissent un certain nombre de sacs. Et là, toi, tu viens. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'autre chose, c'est la scolarité des enfants. Parce que, à un moment donné, l'État guatémaltèque avait déplacé les vacances des enfants pour qu'elles ne soient pas concomitantes avec les récoltes. Ok. Et donc, ils avaient fait exprès de mettre les vacances scolaires à un autre moment que les récoltes. Et ben, tu sais ce qui est arrivé, Thomas? Elle me dit, Zuma, elle me dit, et ben, on a vu que la déscolarisation a été énorme parce que pour 400 dollars, qui fait 20 à Oui, c'est 30% des revenus, Mm. les gamins n'allaient plus à l'école dans cette période-là parce qu'ils allaient quand même ramasser du café. Alors, voilà, la leçon, elle est la suivante. C'est que j'ai pas acheté de café de cette plantation-là. Mais depuis ce jour-là, j'essaie de comprendre chacune des gens et des hommes et des femmes
qui habitent dans chacun des pays, avec chacun avec des contraintes, et d'essayer de sortir de mon corps de ma vision occidentalisée de surconsommation, etc. Et pour terminer, donc voilà, c'était quelque chose que je n'entretenais pas, mais je suis resté avec une mentalité ouverte pour essayer de comprendre des problèmes. Et c'est pas en étant 8 jours, 10 jours euh, dans un pays où le temps file très très vite, que vous pouvez avoir la prétention de comprendre toute cette subtilité de chacun des pays, la contrainte des narcos, la contrainte du revenu, mais d'un autre côté, tous ces gens-là ont de quoi manger, et la pauvreté, elle vient quand ils partent des campagnes pour aller dans les villes, où dans les villes, il n'y a pas de travail et il y a plus de misère. Mais la chose que je peux dire aussi, c'est qu'ils consomment certainement beaucoup moins d'anxiolytiques que nous, pays européens, où il y a quand même, il y a peut-être pas d'argent, mais Il y a des dysfonctionnements aussi. mais il y a des dysfonctionnements. Et je vois des gens heureux. Moi, je vois des gens qui ont rien et j'ai vu au fin fond de l'Éthiopie une famille avec qui j'ai travaillé longtemps. Là, on peut plus parce qu'il y a la guerre et ils n'arrivent plus. Ils sont en train de se tirer dessus plutôt que de ramasser les cerises. Et voilà, il m'a offert un plat de pâtes parce qu'il voulait me faire plaisir. C'est Fekede, qui est le nom du planteur avec qui j'ai travaillé de longues années. Et voilà, et ça a été pour lui certainement quelque chose de très coûteux de se procurer des choses pour essayer de s'adapter à ma culture. Les pâtes, elles étaient terribles parce qu'elles étaient cuites, mais je crois qu'il les a cuites 45 minutes, et donc c'était des pâtes bouillies. Mais là aussi, c'est l'acceptation, c'est les rencontres, et voilà, et j'ai cette chance de rencontrer tellement de peuples, de gens différents. Voilà, Ah, ça, je c'est vais le enrichissant. croire. Ouais, je vais le croire. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez transmettre à vos enfants, parce que quand on dit entreprise familiale, Ouais. on pense forcément à la suite. Mm. Et qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Bah, je dis rien parce que raconter, comme je le fais là, vous pouvez m'écouter, mais vous n'allez pas comprendre. La vraie transmission, il faut leur faire vivre par eux-mêmes. Donc, je l'ai déjà fait. J'ai emmené mon fils au Mexique, au Guatemala et au Salvador. Là, il part faire ses études maintenant à Bogota. Excellent. Donc, ils ont la culture du voyage, et je suis parti avec ma fille parce que je suis très impliqué pour insérer des travailleurs handicapés à l'origine. Et donc là, j'ai enfin réussi avec un ami à créer nos 10 premiers emplois de personnes en situation de handicap et donc trisomiques à qui on va procurer du travail. Où, du Par, coup? dans le Cauca, en Colombie, et où c'est très difficile parce que au Mexique, Guatemala, Nicaragua, tout ce qui est Amérique centrale, il y a des croyances religieuses très fortes, et on pense que c'est une malédiction de Dieu d'avoir un enfant handicapé. Donc ils ont des conditions, c'est pas le lieu du podcast, mais très très difficiles, puisque personne ne peut s'en occuper, il n'y a pas de structure encadrante, il n'y a pas d'aide d'État. Et j'ai vu des choses pas belles, et dans la gestion de ces familles qui sont confrontées, ne savent pas comment faire. Et donc là, on a commencé, c'est assez difficile, parce qu'on a créé des postes d'encadrants, et on va arriver à donner 10 jobs à des gens en situation de grande difficulté. Ah, c'est super. Ouais. Mais justement, du coup, moi, je sais que je dissocie pas mal la réussite de l'impact. Pour moi, la réussite, c'est quelque chose d'assez personnel. Et l'impact, c'est un peu ce qu'on laisse, finalement, après nous, quoi. Alors, en termes de réussite, je ne sais pas si vous considérez que vous avez réussi déjà. Non. Vous avez encore beaucoup de choses à accomplir. Bah, vu que j'ai autant de captures d'écran, c'est vrai. c'est nul. Il y a encore du boulot, quoi. Hein, ouais. Et du Je sais coup, pas. La ligne d'arrivée, c'est quand on ferme les yeux. Voilà, moi je suis pas dans une auto-évaluation. Je fais des choses qui me plaisent. J'ai la chance d'avoir un métier de dingue qui a ses problèmes. Hein. Des planteurs qui sont vieillissants, où l'âge moyen est de 54 ans.
Il n'y a plus personne qui veut ramasser parce qu'on ne se rend pas compte, c'est extrêmement difficile. Et avant, vous disiez, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Mais de la petite bouture qu'on a dans la plantation jusqu'à la tasse, on a 130 étapes. 130 étapes pour arriver à vous faire une tasse de café. Et les gens, ça, souvent, ils ne se rendent pas compte combien c'est difficile. Et donc, du coup, par rapport à l'impact que vous voulez laisser, Ouais. elle se place à quel niveau? Bah, l'impact, moi, alors j'ai pas reçu parce qu'on ne reçoit pas une entreprise familiale. Je veux dire, ça se transmet, ça s'achète, ça se paye. Mais moi, je considère que j'ai eu un bâton, quelque chose qu'on m'a donné et que je vais essayer de transmettre. Ce sera la plus belle chose. Et que ce soit en meilleur état ou plus grand que ce que je n'ai reçu. Pourquoi? C'est pour assurer plus la pérennité de cette passage à témoin, parce qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, moi je suis 5e génération, donc d'entrepreneurs qui ont dirigé REC, souvent des femmes d'ailleurs. REC est très très lié aux femmes, et de pouvoir passer ça à la génération d'après, quoi. Voilà, ça ce serait merveilleux. Ok. Merci Thomas. Pour terminer un petit peu ce podcast, j'ai 5 questions pour de vrai. Allez, pour Donc, de je vous vrai. rappelle, il n'y a pas de triche. Non, On y va? on y va. Alors, pour de vrai, à quoi avez-vous dû renoncer pour arriver là où vous êtes? J'ai pas renoncé. Je sais pas. Aucun sacrifice, rien du tout? Mais bien sûr que vous faites des sacrifices, mais les choses qui sont difficiles, vous le vivez. Les incertitudes, les nuits, pas les peurs, parce que j'aime pas ce mot de peur, mais le questionnement de je fais bien ou je fais pas bien. Toute personne, homme, femme, qui essaye de créer quelque chose a des doutes momentanés, et donc oui, des nuits, des machins, mais quel plaisir quand on arrive à faire quelque chose par soi-même. Quelle belle récompense. Ok, merci. Pas de renoncement. Pour de vrai, est-ce qu'il y a des moments où vous avez pensé tout abandonner? Non. Pour de vrai, la dernière fois où vous n'avez pas su quoi faire? Alors ça, moi, j'ai un truc, c'est que j'ai un truc. Vous avez un problème dans une journée, vous essayez de dormir avec, le matin quand vous vous réveillez, vous avez la réponse et vous la suivez. Et à chaque fois que je ne l'ai pas suivie, j'ai fait une connerie. Donc l'instinct, quoi. Mais on est des animaux. On est des animaux. On a ça encore en nous. On a 10 000, 20 000, 30, 100 000 ans dans notre ADN. Bien sûr que on est encore des animaux, même si on est aujourd'hui dans des milieux aseptisés, etc. La nature, elle est trop forte en nous. Et il faut l'écouter. On passe trop de temps à pas l'écouter. Et ce qui se passe dans la tête se passe dans le corps, et le corps vous dit quand il va plus, quand il tient plus, il vous envoie des signaux. Et ça, on a oublié. Donc pour de vrai, votre plus grand regret? Que vous soyez parti, parce que c'était vraiment bien, vous vous occupiez de tout. Et je disais, Caroline, Je suis on encore fait là. ça. Pardon? Je suis encore là. Non, c'est vrai que vous le faites encore, parce que on a fait 2-3 trucs encore cette année, l'année d'avant et le mois prochain. Donc, bien sûr qu'on fait encore des trucs ensemble. Mon plus grand regret, j'en ai pas. Je regrette ce que j'ai pas fait. Il y a des conneries que j'aurais dû faire, que j'ai pas faites, mais que j'aurais dû faire, pour de vrai. Et pour de vrai, vous rêvez d'être où demain? Je rêve où d'être demain? J'ai envie de fêter Noël. Voilà, Ok. parce que j'aime fêter Noël dans la tradition alsacienne. J'aime ces moments en famille. J'aime le 26 décembre, on ne travaille pas. Il y a un jour où on ne me ferait jamais travailler. C'est le 26. Parce que c'est cette tradition, ce moment. J'aimerais bien qu'il y ait de la neige.
Et voilà, avoir mes enfants qui sont aujourd'hui au Canada et qui vont revenir à cette période-là, c'est là où je rêve d'être. Pour l'entreprise, je sais pas, parce que si j'avais une boule de cristal et que j'étais capable de lire les cours de la bourse de New York ou de savoir où je serai demain, croyez-moi, je serais déjà sur une île à anticiper. Je sais pas où je serai demain. Et je me laisse porter par les rencontres et je me laisse porter par les signaux faibles de la vie. Et que de temps en temps, on a l'impression, eh ben, il faut y aller. Quand on rencontre des gens, il faut être attentif parce que les choses ne viennent pas sur votre chemin comme ça par hasard. Et c'est là où il faut poursuivre. Pour de Merci vrai. Thomas. Merci Caroline. Pour les auditeurs qui souhaitent avoir des actus sur Café Rec ou sur vous, on peut vous retrouver Rec.fr. oui. Donc là, vous avez notre site internet. Et puis ensuite, sur Facebook, je publie un peu moins, mais je vais recommencer parce que tout le monde me dit, mais parce que j'emmenais tout le monde dans les carnets de voyage, parce Oui. on a plus de 40 000 ou 45 000 photos, et je sais pas, une trentaine de voyages, peut-être plus. Je vais recommencer un petit peu ça, et sur Instagram aussi. Ils me disent, il faut que vous arrêtiez de plus vouloir le faire. Donc je vais un tout petit peu recommencer. Voilà. Beau projet. Merci Merci. beaucoup. Merci Caroline. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir que vous suiviez cette aventure avec moi. Merci.